Est-ce que le Clarity Act va apporter un vent de fraîcheur dans la crypto? Qu'est-ce que ça va changer pour la crypto? C'est une régulation énorme qui est en train d'être discutée aux États-Unis depuis un moment, et ça semble être un texte fondateur pour la crypto. Donc c'est une loi qui dit enfin qui régule quoi dans la crypto. Donc ça fait 4 ans que c'est en négociation. Aujourd'hui, il y a un certain blocage à 7 voix et un marché de 2300 milliards, donc le marché de la crypto qui attend. Donc les bases, qu'est-ce que le Clarity Act? Donc le nom complet c'est Digital Market Clarity Act, c'est la loi de structure du marché, elle décide quelle agence américaine régule quoi en crypto. Donc il faut savoir qu'il y a deux types d'actifs aux États-Unis, il y a les titres financiers, donc dirigés par et régulés par la SEC, et les matières premières régulées par la CFTC. Donc le Clarity Act c'est vraiment pour mettre de la clarification sur les types d'assets et faire des catégories claires. Donc c'est bloqué au Sénat et ils sont vraiment en train d'en discuter en ce moment. Donc la CFTC qui régule les matières premières a fait plus de 83 actions en justice par rapport à des entreprises crypto depuis 2015, 6 milliards de pénalités réclamées par la CFTC et 80 actions de la SEC en parallèle. Les gens qui construisent en crypto aujourd'hui en ont marre, puisque en fait ils se sont attaqués de toutes parts et chacun veut prendre sa part des pénalités et collecter de l'argent quoi. Et donc A16Z, un des plus gros fonds d'investissement crypto du monde, résume: le flou n'a pas seulement freiné l'innovation, il a aussi laissé le champ libre aux acteurs malhonnêtes. Et donc on pourrait vraiment assister à un basculement le jour où le Clarity Act passe, puisque ensuite chaque section du gouvernement américain saura sur qui taper, ce sera beaucoup plus clair, et du coup, il y aura probablement aussi moins d'acteurs malhonnêtes, donc on assistera à un marché peut-être crypto beaucoup plus sain. Ça donnera aussi, bien sûr, un pouvoir beaucoup plus fort, donc à la SEC et à la CFTC, puisque ensuite tout sera beaucoup plus clair. Donc ils auront une supervision complète. Et le point à comprendre, c'est aussi que le Clarity Act pourrait faire en sorte qu'un token peut passer d'un régime à l'autre quand son réseau devient assez décentralisé. Et c'est là que c'est intéressant, puisqu'en fait, l'objectif aussi du Clarity Act, c'est de développer un framework réglementaire qui peut s'adapter au réseau. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux doivent s'adapter au framework réglementaire et donc ça contraint énormément l'innovation. Donc voilà, le projet propose 3 étapes pour un token, donc ancillary asset, c'est-à-dire que le projet va être lancé par une équipe, donc ils ont des obligations de transparence. C'est comme un security, c'est-à-dire que ça va être considéré comme un actif type entreprise, et donc ils vont devoir se plier aux obligations de la SEC. Ensuite, quand le token évolue et que l'équipe prouve que le token maintenant est libre et agit seul sur le réseau, il est clairement décentralisé, et donc c'est le réseau lui-même qui gouverne et plus l'équipe. Donc là, on passe directement sur un token qui est beaucoup plus décentralisé, et donc a priori, le Clarity Act pousserait justement à la décentralisation des tokens pour éviter que l'équipe dirigeante soit directement impliquée s'il y a des problèmes. L'avantage aussi, c'est que du coup, avec la blockchain, ça permet de vraiment développer des contrats qui sont inscrits dans le protocole, et donc l'équipe ensuite ne peut plus le changer comme ça. Et donc ça pousse vraiment à la décentralisation, cette nouvelle loi aussi de Clarity Act. Et ensuite, quand le token a assez évolué et qu'il devient assez important, ensuite il est régulé du coup par la CFTC, donc qui est ceux qui s'occupent des matières premières. Donc ce serait considéré comme une sorte de matière première, et c'est là que c'est intéressant, puisque il y a des projets comme le Bitcoin qui pourraient être considérés comme une matière première, mais une matière première numérique. Éventuellement des tokens du coup qui seraient minés sur Bitcoin et qui exploiteraient cette force de BTC, comme DMT NAT que je vous avais présenté, qui à chaque bloc de Bitcoin rémunère les mineurs avec un nouveau token, et éventuellement des projets comme Tao, Pearl ou Nocchain, qui sont eux basés sur la puissance d'inférence des modèles d'IA, et donc qui pourraient aussi devenir des commodities. Ils seraient plutôt dans la catégorie des network tokens ou ancillary assets, mais le jour où un token passerait en digital commodity, là probablement que son prix exploserait en fait. Donc il y aurait 3 cycles. Un cycle où le token dépendrait de l'équipe, donc qui serait quelque chose d'un peu risqué encore. Ensuite, network token, où là on est sur quelque chose de plus décentralisé et qui ne dépend plus de la SEC. Donc la SEC a moins de puissance sur le réseau, c'est vraiment les règles du protocole qui régissent les règles que les gens fixent. Puis ensuite, le digital commodity, donc là où le token passerait dans un état 3 qui est beaucoup plus avancé et qui pourrait le rendre du coup non seulement listé sur les plateformes futures de trading de commodités, mais également qui le rendrait beaucoup plus fort et important. Donc voilà, pour être ancillary, donc le seuil c'est 4, il faut que les fondateurs possèdent à peu près 4% et 10% pour les dirigeants et gros porteurs du nombre de tokens. Là ils sont considérés comme
étant responsable du projet. Et donc pour que le protocole ensuite devienne vraiment décentralisé, il faut que le code soit public et qu'il n'y ait pas de personnes qui puissent censurer un utilisateur ou s'octroyer des privilèges. Il ne faut pas qu'il y ait un groupe de personnes qui contrôlent plus de 49% des tokens en circulation ou du pouvoir de vote. Il faut que le système fonctionne de manière autonome et qu'il y ait des mécanismes de captation de valeur qui soient opérationnels. Également, donc, le Clarity Act inclut une régulation crypto, donc pour pouvoir lever des fonds légalement. Et donc, pour lever des fonds, il serait possible de lever jusqu'à 50 millions par année civile ou 10% de la valeur totale des tokens en circulation. Et ça, c'est super intéressant parce que ça contraindrait les entreprises à lever à un taux non seulement ferme, mais aussi assez bas. Et on voit vraiment que les États-Unis sont dans cette optique de créer un nouveau framework de finance qui soit plus juste et qui, voilà, empêche les entreprises, par exemple, comme Anthropic, de lever à des valorisations complètement ahurissantes. Donc, il y aura un plafond à vide de levée de fonds de 200 millions par émetteur et 30 jours de préavis minimum avant la première vente. Donc, ça voudrait dire que ceux qui font la vente ne pourraient pas vendre des tokens au moins avant 30 jours. Et en échange, il faudra aussi une vraie transparence donc sur le code source, l'émission et le burn des tokens, la gouvernance, la trésorerie, tokenomics, audit, custody. Donc le fait qu'il y ait vraiment une régulation qui se construise autour de ça va aussi pousser des projets peut-être qui hésitaient à se lancer, notamment pour des projets voilà d'entreprise. Et après voilà, il y a des exemptions pour les plus petites entreprises qui se lanceraient. Donc il y a aussi une grosse avancée au niveau du stacking liquide. Donc les distributions de stacking ne sont pas présumées comme étant une vente de securities. Donc c'est une victoire pour les protocoles de stacking, notamment Lido, Rocket Pool et Jito. Donc ça permettrait aussi de rémunérer le stacking ou les airdrops de manière à ne pas avoir trop de régulation tant que le protocole est ouvert. Donc pour les airdrops, 4 conditions: règles publiques et permissionless, récompense proportionnelle à une participation vérifiable, valeur liée à l'usage du réseau et aucun pouvoir unilatéral de changer l'émission. Ça c'est exceptionnel en fait, parce que ça pourrait vraiment obliger les entreprises à mettre un cadre très clair et à ne pas modifier en cours de route leur protocole. Il y a notamment aussi Coinbase avec Base, ils ont sorti un framework pour pouvoir faire des airdrops de manière à éviter les Sybil attaques, c'est-à-dire les gens qui profiteraient des airdrops pour farmer plein de comptes. Et toutes ces innovations forcément vont fermer des portes, voilà, à nous qui pourrions farmer des airdrops et vouloir du coup avoir beaucoup plus de parts. Mais par contre, ça apportera un cadre légal et beaucoup plus juste, où justement la valeur sera beaucoup mieux redistribuée. Il y a aussi quelque chose qui permettra aux développeurs d'être moins voilà, en risque si le protocole a des problèmes, puisque un développeur qui ne contrôle pas le protocole ne sera pas mis en cause s'il y a un des problèmes, uniquement parce qu'il a publié le code et qu'il fournit du self-custody ou maintien de l'infrastructure. Voilà, le but c'est vraiment que les protocoles soient 100% transparents, qu'on puisse lire, que tout soit open source. Et donc il ne pourra pas être mis en cause s'il y a de l'open source derrière. Sauf si forcément il y avait intention malveillante probablement. Et aussi ils ont mis en place quelque chose pour le self-custody, pour vraiment garder ces tokens et les posséder. Aucune agence gouvernementale ne pourra interdire, restreindre ou entraver la capacité d'un utilisateur à détenir ses propres cryptos. Il faut savoir que ces protections du coup ont survécu à une opposition soutenue des forces de l'ordre qui voulaient réduire du coup ces protections pour les détenteurs de crypto. Mais donc cela n'inclut que le self-custody légal, c'est-à-dire que vous pourrez garder vos coins que de manière transparente. Et si vous commencez à utiliser des protocoles pour brouiller les pistes pour le régulateur, là ça pourrait être illégal en revanche. Il y a aussi une innovation, c'est qu'aujourd'hui, si un protocole veut se lancer, il n'aura plus à s'enregistrer. Il pourra simplement se déployer si il est totalement prédéterminé et non discrétionnaire, c'est-à-dire que toutes les règles sont inscrites dans le code et lisibles. En revanche, les front-ends centralisés, donc voilà, les protocoles, les sites qui agrègent des protocoles, ils auront des attentes de conformité plus élevées. Et là, il y a aussi quelque chose du coup qui est très important, c'est que par rapport au stablecoin, a priori, si le texte passe, il ne sera plus possible de payer un rendement à un utilisateur américain juste pour détenir un stablecoin et le bloquer sur la plateforme. Ça, je pense que ça a été une grosse pression des banques, du coup, qui voyaient une grosse concurrence, où voilà, il était possible de déposer ses stablecoins directement sur une plateforme et de toucher un rendement équivalent ou supérieur aux banques. En revanche, il sera quand même permis d'avoir une récompense liée à une activité ou une transaction réelle. Donc, l'objectif sera peut-être pour les plateformes, par exemple, comme Circle qui offre un rendement ou d'autres, de pousser les utilisateurs à avoir une certaine activité. Donc voilà, qui gagne quoi et qui perd. Donc les gagnants, c'est les développeurs open source, protocole de stacking liquide inclus, Circle et Coinbase, défenseurs du self-custody, la CFTC, gros gain de pouvoir, puisqu'ils vont du coup réguler les plus gros tokens.
Et les institutionnels, les actifs clients deviennent propriété du client en cas de faillite. Ça, c'est aussi un gros avantage puisque les gens vont plus facilement mettre leurs tokens chez des institutionnels puisqu'il y aura une protection du coup pour les clients actifs, contrairement à ce qu'on a pu voir avec FTX par exemple. Et donc voilà, les banques traditionnelles, donc elles ont gagné sur le principe puisqu'il n'y a pas d'intérêt pour les dépôts de stablecoin. En revanche, aucune de leurs 4 demandes précises n'a été retenue. Elles ont gagné le principe mais perdu la bataille sur l'exception, qui est que Circle et Coinbase pourront quand même trouver des mécanismes pour rémunérer le stacking de stablecoin. Donc ce qui sont sous pression, du coup, c'est les plateformes de rendement passif sur stablecoin, les front-end défis décentralisés, qui devront du coup beaucoup plus se conformer à des contraintes de vérification de leur honnêteté, et sous pression aussi les officiels détenant des cryptos conjoints Q, puisqu'il ne sera pas possible en tant qu'officiel de détenir des cryptos pendant son mandat, ou de faire des actions liées à la crypto, voilà, comme on a pu voir Donald Trump qui a lancé son token alors qu'il était président. Là, ça sera plus forcément possible. Interdit aux présidents, vice-présidents, membres du Congrès, juges fédéraux et à leurs conjoints d'émettre ou de sponsoriser un token contre rémunération pendant leur service. 250 000 de pénalité maximale par jour en cas de violation, c'est quand même énorme. Donc sponsoriser est défini largement, financer, organiser, promouvoir ou autoriser l'usage de son nom, image ou fonction. Ça c'est quand même bien. Et un token émis en violation ne pourrait pas être listé par une plateforme régulée. Donc voilà, ça c'est quand même très important. Donc voilà, aujourd'hui il manque 7 voix pour que cette loi passe. Il y a 7 voix démocrates supplémentaires à trouver. Aujourd'hui c'est plus les républicains qui soutiennent cela. Voilà, pour une plus grande décentralisation et une plus grande transparence. Et donc malheureusement les paris sur Polymarket se sont inversé puisqu'on était à plus de 80% février et aujourd'hui on est descendu à 30% sur Polymarket sur les chances que cette loi passe. Donc il y aura une pause estivale du Sénat le 7 août. Après la fenêtre se referme jusqu'à l'après-midi-terme de novembre. Donc c'est franchement possible que ce Clarity Act passe vers novembre, décembre, janvier de l'année prochaine et qu'ensuite ça relance une vague puisqu'il y aura beaucoup d'acteurs qui attendent que la loi soit plus claire pour se lancer. Donc 3 issues possibles, a priori très peu probable l'adoption avant la pause, le report après les mi-termes et l'échec prolongé. S'il y a un échec prolongé du coup vers fin 2026, que ça passe pas début 2027, ça repousserait le sujet à 2030. Là ce serait quand même assez catastrophique pour la crypto, puisqu'il faut vraiment qu'on ait des réglementations claires. Et surtout là ça va dans le bon sens, puisqu'on va quand même dans le sens de la décentralisation. Et le problème aussi c'est que voilà, les démocrates sont quand même moins en faveur de la décentralisation, puisqu'ils sont plus dans une idéologie de centralisation des dépenses pour les redistribuer, alors que les républicains étant plus capitalistes sont dans une logique de décentralisation. Et donc forcément déjà, si les midterms se passent mal pour Trump, si les républicains ne sont plus en tête, probablement que cette loi ne passera pas, et donc ne passera pas peut-être même avant 2030-2031, quand il y aura de nouvelles élections. Voilà, donc c'est les perspectives un peu actuellement. Et donc ce que l'adoption débloquerait du coup des ETF pour les altcoins Solana, Avalanche et Cardano, qui ont déjà déposé des dossiers d'ETF, puisqu'ils passeraient du coup dans la catégorie des commodités, donc comme l'or, le pétrole, etc. Et donc JP Morgan décrit l'adoption comme le déclencheur qui ouvre toute la file d'attente des ETF altcoins. Donc là aussi il y aurait un énorme afflux de liquidités potentiellement sur les plus gros tokens, hyper liquides notamment. Il me semble qu'il y a eu des demandes d'ETF. Voilà, il y a peut-être aussi des protocoles qui vont naître, un peu comme quand Facebook est né, comme quand Amazon est né, un peu avant la bulle des années 2000 ou un peu après. Et donc qui pourrait profiter non seulement d'une hype d'adoption, mais ensuite une hype sur les ETF. Donc on pourrait voir des projets, je pense, voilà, qui pourraient être aujourd'hui à 10, 20, 30 millions de valorisation, atteindre des dizaines, voire des centaines de milliards d'ici quelques années. Donc je pense qu'aujourd'hui on est dans une fenêtre d'opportunité qui est très courte. Je vous conseille d'accumuler du capital et de rester éveillé sur les tendances de ce marché, puisque probablement qu'il va y avoir des opportunités générationnelles qui pourraient changer votre vie et peut-être celle de vos futures générations si vous arrivez à saisir la bonne vague au bon moment. Standard Chartered par exemple projette 4 à 8 milliards de dollars d'entrées supplémentaires sur les ETF XRP après adoption. Il faut savoir que 4 à 8 milliards d'entrées supplémentaires sur la crypto, en réalité ça correspond plus à 50, 60 milliards sur des tokens middle liquides, puisque l'entrée des capitaux propulse le prix et réduit les vendeurs, et donc réduit l'offre, et donc augmente le prix de manière significative. Et donc la loi viserait aussi à rapatrier bien sûr des projets qui sont partis offshore pour justement les ramener aux États-Unis.
Et donc voilà, je vais finir sur des phrases de gens qui sont dans le camp crypto. Du coup, Chris Dixon, donc chez le fonds A16Z, compare Clarity à la modernisation d'infrastructures des années 90 pour Internet. Chaque génération a sa mise à niveau. Miles Jennings défend que le droit actuel a été écrit par des entreprises, pas pour les réseaux, et qu'il déforme les réseaux en les forçant dans un moule d'entreprise. Et Brian Armstrong, le patron de Coinbase, qui estime que le texte est prêt après des mois de négociations. Forcément, lui, c'est celui qui voudrait que le texte passe. Donc voilà, il y a quand même eu des discussions, il y a quand même eu des équilibres trouvés et c'est quand même assez favorable pour la crypto. Donc on espère que ce texte passera. Donc voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça a été plus clair ce qu'est le Clarity Act et ce qui pourrait passer prochainement ou pas. Mais voilà, vous êtes peut-être un peu plus prêts pour le prochain bull market, voir qu'est-ce qui se profile, le positif qui se profile. Et on espère que cette loi passera, en tout cas je l'espère, parce que ça a l'air pas mal quand même axé sur la transparence et la décentralisation. Voilà, je vous laisse avec ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me suivre, à liker, à commenter. Surtout suivre, voilà, me follow si vous suivez pas le compte, likez si, si vous avez aimé, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.